lundi 10 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Au menu pour vous aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui avait lieu au Canada, et franchement, nous avons eu le droit à tout un spectacle. À la fin de l'épisode, je réponds aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Mais pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, bien du côté de Audi qui prépare toujours son arrivée en F1 prévue pour la saison 2026. Et même si on ne sait toujours pas qui sera le coéquipier de Nico Hülkenberg, eh bien on continue de faire des embauches pour notre département technique, cette fois-ci avec Stefano Sordo. Celui-ci avait occupé un rôle clé au sein de l'écurie autrichienne Red Bull lors de la conquête des championnats du monde de Sébastien Vettel. Il avait été là de 2007 à 2016 avant de rejoindre les rangs de McLaren jusqu'à 2022. Et après un bref séjour aux États-Unis, il s'agira d'un retour pour lui en F1 avec le géant allemand. Donc, ça sera intéressant de suivre. On continue d'installer des bases solides. On veut frapper un grand coup dès notre arrivée. Donc, en allant chercher un gars d'expérience comme Sordo, ça vient ajouter à ça. C'est de la bonne expérience et surtout quelqu'un qui a travaillé avec de bonnes écuries en F1 et qui a aussi gagné. Et donc, ça, c'est non négligeable. Du côté des pilotes autonome, on vous en parlait depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Celui qui avait fait une brève apparition au volant d'une Ferrari, Oliver Burman, à l'instant d'un Grand Prix, en remplacement de Carlos Sainz qui avait eu une crise d'appendicite. Eh bien, à ce moment-là, Burman se rapproche de ses débuts en F1 d'une signature de contrat avec l'écurie Haas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre là, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Ça devrait être officialisé. On ne sait toujours pas qui sera à ses côtés. À Montréal, Esteban Ocon qui a été remercié par Alpine en début de semaine dernière. Et on lui a dit de se chercher quelque chose ailleurs puisqu'on ne lui offrait pas de prolongation de contrat. Du côté d'Ocon, il mentionne qu'il a déjà l'endroit où il va poursuivre sa carrière, mais qu'il va l'annoncer au moment opportun. Est-ce que c'est Haas qui veut attendre pour présenter son alignement complet de la saison 2025 en présentant Burman ou Ocon? Est-ce que c'est du côté de Audi? Audi, on vous le mentionnait juste avant, là, plus tôt, comme quoi que ils n'ont toujours pas annoncé qui sera le coéquipier d'Hülkenberg. Donc, ça va être à suivre aussi ce dossier-là que Ocon, où il poursuivra après Alpine. Ensuite, du côté de Carlos Sainz, eh bien, on vous mentionnait vendredi qu'il se rapproche de plus en plus de Williams. Lui, de son côté, dit que sa décision n'est pas prête. J'avais un petit 2$ à mettre, là, je dirais que peu importe l'écurie qui va réussir à mettre la main sur Carlos Sainz, qui est présentement là, l'agent libre le plus convoité sur le marché, eh bien, ça devrait être fait en Espagne. Question de frapper un gros coup, là, question marketing. Vous savez, Carlos Sainz est espagnol, donc d'attendre qu'il soit chez lui à la maison pour faire une grande annonce, c'est une belle occasion pour une écurie de vendre des chandails, de créer un engouement autour de la marque. On l'a déjà vu par le passé lorsqu'on offre des prolongations de contrat à certaines personnes, d'attendre d'arriver à certains grands prix là, pour essayer de frapper le plus grand coup possible. Donc, je ne serais pas surpris que c'est la stratégie derrière tout ça, autant du côté de Williams que du côté de Audi, qu'on va vraiment attendre d'arriver au Grand Prix d'Espagne. La bonne nouvelle pour les amateurs de F1, c'est qu'on ne devrait pas avoir à patienter très longtemps puisque l'Espagne, c'est la prochaine destination sur le calendrier. Donc, c'est le prochain Grand Prix. Donc, ça devrait être un gros dossier qui devrait se régler. Là, ça a fait couler beaucoup d'encre. On en a parlé beaucoup de Carlos Sainz depuis l'annonce que Lewis Hamilton allait prendre sa place chez Ferrari à compter de 2025. Donc, ce dossier-là devrait être réglé très bientôt. Un dossier qui a été réglé en début de semaine dernière aussi, c'est celui de Sergio Perez qui a signé un contrat, on disait jusqu'à la fin de 2026 et on a eu des clarifications là-dessus. Là. C'est sûr qu'avec le week-end qu'ils viennent de connaître et le week-end auparavant, là, celui de Montréal, on en viendra plus tard, on va discuter de tout ça. Mais pour ce qui est de Perez, c'est Christian Horner a précisé que c'était bien un contrat 1+1. Qu'est-ce que c'est un contrat 1+1? C'est que, oui, il a son année garantie, entre parenthèses, pour la saison 2025, mais on va réanalyser la situation avant 2026. Il a aussi précisé que Perez, tout comme Yuki Tsunoda, c'était des contrats Red Bull.
Alors, quand on veut mentionner ça, sans mettre de la pression sur Perez, c'est que on peut interchanger les deux pilotes. Ça a déjà été vu par le passé. On se rappellera notamment de Kvyat versus Verstappen. On avait décidé d'inverser les deux pilotes. Après avoir donné une promotion à Kvyat, on s'est ravisé. On a décidé que c'était plutôt Verstappen qui venait prendre sa place dans la grande écurie et on renvoyait Kvyat à ce moment-là. Ça s'appelait Toro Rosso. Donc, on pourrait peut-être faire la même situation. Si les bons résultats continuent pour Yuki Tsunoda et que Perez ne performe pas à la hauteur, est-ce qu'on pourrait tenter de faire un échange au cours de la saison prochaine ou même en 2026 si on décidait de poursuivre avec Perez? Donc, Perez a toujours besoin de performer. Il a toujours cette pression-là au-dessus de la tête. Même s'il a un contrat en poche 1+1, on peut toujours faire des changements chez Red Bull. Christian Horner a senti le besoin de préciser la situation. Donc, c'est ce qui complète l'actualité. Maintenant, passons au Grand Prix du Canada qui avait lieu à Montréal le week-end dernier. Week-end de course à Montréal, circuit Gilles Villeneuve, mais quel spectacle nous avons eu droit. Les amateurs de course automobile en ont eu pour leur argent, mis à part peut-être les partisans de Ferrari où ça a été un peu plus compliqué, mais je suis persuadé que vous avez trouvé moyen de trouver votre compte. On a eu énormément d'incertitudes tout au long du week-end. Et qu'est-ce que ça fait l'incertitude? Eh bien, c'est un élément clé pour avoir un spectacle comme nous avons eu. Tout au long du week-end, la température, la météo a décidé de se mettre de l'action, de jouer des tours aux différentes écuries et aux pilotes, autant dans la journée de vendredi que samedi. Samedi, qualification. Que dire de l'égalité entre Verstappen et George Russell, la première dans le sport depuis celle que nous avions eue à Jerez en 97 entre Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et Heinz Harald Frentzen. Eh bien, ça vient ajouter au spectacle. C'est quelque chose qui est assez rare de voir ça, de réussir à avoir un temps identique, les deux qui avaient enregistré un temps là, de 1:12.000. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que George Russell s'est lancé premier pour le week-end de course. Ça venait ramener de l'action avec une écurie de plus qui est capable d'être compétitive. Mercedes qui traîne de la patte depuis déjà un certain temps en F1 et encore plus depuis le début de la saison. C'était très compliqué pour eux autres. Et là, de savoir qu'ils peuvent revenir, peut-être pas dans une bagarre pour le championnat des constructeurs, mais venir jouer là, un peu bouleverser les points, venir se mesurer à des écuries comme McLaren peut-être, ou une possibilité comme Ferrari. C'est encore un peu tôt pour le dire, puisque c'est seulement un week-end de course et ça fait pas une saison. Il y a aussi le fait que le Grand Prix de Montréal, le tracé a été resurfacé au complet. Et on a vu par expérience, on a vu que les Mercedes, lors des dernières saisons, quand on arrive sur des surfaces plates qui ne sont pas nécessairement bosselé ou ondulé, c'est plus facile pour extraire la performance, trouver une fenêtre de performance à notre voiture. Est-ce que c'est juste ça qui a joué le facteur lors du week-end qui a fait que Mercedes semblait de retour? Il va falloir attendre un petit peu. Espagne, c'est un circuit aussi qu'on a déjà eu du succès au cours des dernières saisons, donc de faire attention lors du prochain week-end de course, c'est ça. Ensuite, Autriche, c'est pas facile. Autriche, c'est un terrain Red Bull, et c'est le cas de le dire, c'est le Red Bull Ring, ça leur appartient, donc ça n'a pas toujours été facile pour Mercedes, donc il va falloir attendre quelques week-ends de course avant de savoir si on est vraiment de retour. Mais du moins, pour le week-end à Montréal, celui qu'on parle aujourd'hui, eh bien, on a eu un bon spectacle. Ça faisait du bien de revoir Lewis Hamilton ainsi que George Russell se mesurer. On a vu des belles bagarres autant entre Hamilton, Alonso, Russell, Verstappen, Norris aussi. C'est vraiment le trio d'enfer là, à l'avant qui a fait le spectacle tout au long de la fin de semaine. On se demandait là, c'était pas facile de prédire qui allait remporter cette course-là. Ben, finalement, c'est Max Verstappen qui a signé sa 60e victoire en carrière. Eh bien oui, déjà 26 ans, 60 victoires. Et celle-là, eh bien, on peut mettre le saut dessus que c'était une victoire de champion du monde. C'est déjà avancé, là, souvent on a des personnes qui peuvent penser que c'est seulement la voiture qui fait la différence. Eh bien, lors du week-end à Montréal, il faut le dire, c'est Max Verstappen qui a fait la différence. C'est pas simplement la voiture. C'est vraiment une victoire de champion. Il l'a démontré tout au long, notamment en plaçant sa voiture égale à celle de Russell, mais aussi pendant la course. Là, toujours
toujours les petits détails, être capable d'aller pousser. On a aussi vu, oui, lui a conduit comme un champion du monde, mais aussi Red Bull qui agit comme un champion des constructeurs avec une stratégie. On a vraiment saisi notre moment. Il y a la voiture de sécurité qui est venue intervenir. C'était un peu un retour du balancier pour ce qui s'était produit à Miami, où ce que Lando Norris avait pu bénéficier d'une voiture de sécurité pour faire son changement. Mais c'est pas juste là que la victoire c'est vraiment jouer. Je vais vous en parler un petit peu là. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une erreur de McLaren? Peut-être, peut-être. On a tenté quelque chose. C'est que lorsque la piste a commencé à sécher, c'est devenu le temps là, vraiment clé de choisir quand est-ce qu'on va passer de la gomme intermédiaire aux gommes secs. Et ce moment-là, c'est Red Bull qui a choisi la meilleure opportunité pour le faire. McLaren n'a pas arrêté tout de suite. Il ne pouvait pas. On a décidé de faire un tour de plus, d'essayer d'aller étudier plus, et ça a failli fonctionner. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a décidé d'en faire deux. Lorsque Lando Norris aurait pu tout de suite venir récupérer ça, rentrer après que Max Verstappen et George Russell avaient changé leur gomme, on aurait pu l'appeler au puits chez McLaren et tout de suite faire le changement. Finalement, on a décidé de lui faire un autre tour, et ça nous a coûté du temps. Pourquoi ça nous a coûté du temps? Parce que lorsque Verstappen a regagné le circuit et a réussi à faire monter ses gommes en température, ce qui n'est pas évident parce que lorsqu'on a encore une piste détrempée, l'eau est froide. Et à ce moment-là, sur les gommes slick, les gommes secs, lorsqu'on roule dans l'eau, eh bien, ça vient tout changer la température. Là, ces fameuses enveloppes chauffantes au puits là, qui aident les pilotes à faire monter la température dans les gommes. Eh bien, à ce moment-là, toutes les fois qu'on passe dans l'eau, eh bien, ça vient un peu chambouler ça. Donc, c'est très dur pour les pilotes de réussir à aller vraiment chercher la bonne plage de performance. Et ça, le fait que Verstappen a eu 2 tours avant Norris pour bâtir la température dans ses pneus, eh bien à ce moment-là, Norris n'a jamais pu récupérer ça. Ces 3 secondes-là qui ont été gagnées par Max Verstappen, ça a fait qu'il a pu remporter le Grand Prix. Donc c'est vraiment au moment-là que ça s'est joué. Bien sûr, il y a eu les voitures de sécurité et tout ça, mais ça, à ce moment-là, on avait encore l'opportunité chez McLaren de peut-être frapper un grand coup, saisir l'opportunité. Et vous l'avez même vu, là, ça l'a donné un bon spectacle de voir. On voyait la voiture orange de Norris qui sortait de la ligne des puits. Il ne pouvait pas peser sur l'accélérateur parce que pendant que tout le reste de la piste s'est asséché avec les voitures qui ont roulé dessus, et bien la ligne des puits, on roule pratiquement pas dessus. Donc à ce moment-là, ça c'est encore détrempé. Il ne pouvait pas peser sur l'accélérateur pour réussir à rejoindre Verstappen qui l'a devancé tout juste à la ligne des puits. Et ensuite, c'est là que l'écart s'est créé parce que lui, il avait déjà ses pneus assez chauds. Il pouvait pousser sur l'accélérateur, puis Lando Norris a été obligé de prendre 2 tours, question de un peu récupérer ça. Donc tout ça, là, c'est vraiment là que ça s'est joué, mais ça a donné un très très bon spectacle. Du côté de Russell, ben, dépassement sur Hamilton en fin d'épreuve, c'est lui qui a terminé 3e, il est venu voler un podium à son coéquipier. Hamilton qui avait choisi les gommes dures pendant que Russell était encore en médium, ça l'a joué vers la fin. On pensait à un certain moment qu'Hamilton allait pouvoir peut-être même aller rattraper Norris, mais on dirait que ça a stoppé d'un coup. La gomme dure semblait tout d'un coup prendre l'avantage, mais on le voit de temps en temps, la médium, ce que ça fait, c'est que parfois ça vient comme user, on a un peu moins de performance, puis là on réussit comme à réenlever une surface, puis à recommencer à gagner de la performance dans ces gommes-là. On dirait que c'est ce qu'on a vu. On a vu les 3 pilotes en médium commencer à ralentir, puis le rythme a regagné dans les derniers tours, et c'est ce qu'on a vu là, avec Russell qui a réussi à dépasser Hamilton, tout juste vers la fin de l'épreuve. Piastri, 5e, belle performance pour Piastri. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux chez McLaren? Peut-être de jouer à jeu égal avec les 2 Mercedes qui avaient rentré sous la voiture de sécurité pour changer leurs gommes, mettre des gommes flambant neuves. Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose pour Piastri? Je pense que oui, ça aurait peut-être été une bonne stratégie, du moins pour le protéger des 2 Mercedes. Ensuite, Alonso, 6e, 7e pour Stroll. Les 2 Aston Martin dans le même endroit. Là, quand on les regarde au classement 6e, 7e, est-ce qu'on peut demander mieux à Stroll? Non, c'est ce qu'on lui demande. On veut qu'il soit le plus près possible d'Alonso. On sait qu'Alonso, c'est un double champion du monde. C'est pas évident pour le Canadien d'être comparé à lui constamment. Mais s'il est capable de toujours être près d'Alonso, c'est ce qu'on lui demande. Donc 6-7, on peut pas demander mieux. Ensuite, Ricardo, 8e. Week-end
un week-end avec beaucoup de critiques pour Daniel Ricciardo du côté de Jacques Villeneuve là, qui lui disait que s'il n'est plus capable de livrer le travail, qu'il se retourne à la maison. Ricciardo lui a ensuite répondu. Je n'ai pas nécessairement apprécié la réponse de Daniel Ricciardo là, de dire qu'il n'écoutait pas les commentaires parce que Jacques Villeneuve est personne. Mais Jacques Villeneuve, c'est quand même un champion du monde. Là. Donc on se garde une petite gêne à ce moment-là. Il aurait pu tout simplement pas lui répondre, mais de dire que Jacques est personne. Mais peut-être qu'il faudrait rappeler un peu l'histoire de la F1 à Daniel Ricciardo, comme quoi que en 1997, eh bien, M. Villeneuve a son nom à côté du titre de champion du monde. Et Daniel Ricciardo, là, on a beau regarder tous les classements de chaque année, mais moi, je vois pas celui de Daniel Ricciardo comme un champion. Ensuite, 9e, Pierre Gasly. 10e, Esteban Ocon. Très belle performance des Alpines au cours du week-end, vraiment, d'avoir Gasly puis Ocon. Je pense que c'est une très belle performance. Encore là, c'est jamais simple entre ces deux-là. C'est jamais simple chez Alpine. On a demandé à Esteban de laisser passer Pierre Gasly en fin d'épreuve et lui a dit non, je le laisse pas passer. Il a dit jamais ou occupe-toi. Pourquoi je ferais ça? Tout ça. Puis là, finalement, à la fin, il l'a laissé passer, mais il restait la moitié, un tour et demi environ. Donc, il l'a sacrifié. On voulait prendre ces 3 tours-là pour permettre à Pierre Gasly de rejoindre Daniel Ricciardo. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que Esteban Ocon lui a pas cédé la place assez vite. Ensuite, en entrevue, Esteban Ocon dit ben moi j'ai fait ce qu'on me demande, je suis un bon coéquipier, je fais toujours ce qu'on me demande. Ouais. Peut-être parce que tu penses qu'on peut pas écouter ce que tu dis à ton écurie, mais une fois qu'on écoute, c'est pas du tout la version qu'on a entendue. Puis en plus, tu as pris tout le temps à Pierre pour rejoindre Daniel. De toute façon, il s'en va. Est-ce que ça va venir affecter affecter la suite de sa carrière? Ben, supposément qu'il a déjà une offre ailleurs, ce qui s'est pratiquement fait. Là, on vous en parlait dans le premier bloc de l'émission, mais j'espère qu'il a bien signé son contrat. En tout cas, qu'il n'a pas attendu ou laissé ça traîner. Là, aussitôt qu'il a reçu, puis qu'il a pesé fort dessus, puis qu'il a marqué son nom dessus, parce que avec des situations comme ça, week-end après week-end, ça pourrait peut-être venir compromettre son avenir, du moins venir peut-être rendre un peu plus prudent les écuries qui voudraient être associées à lui. Je le dis souvent, talent indéniable, pilote excessivement rapide, mais l'attitude dans des situations comme ça, surtout que Pierre Gasly l'avait laissé passer à un certain moment au début de saison. Pierre était pas content non plus, mais il l'avait fait. Puis là, Esteban avait mentionné en entrevue que c'est comme ça qu'on fonctionne lorsqu'on peut aller chercher un pilote. En tout cas, tout ça pour dire, on travaille en équipe, mais lui, il a dit qu'il a été un bon coéquipier, mais il a vraiment bousillé les chances pour Gasly de même peut-être aller chercher Ricciardo au 8e rang. Hülkenberg, 11e, 12e pour Magnussen. Les Haas, là, on était audacieux au départ. On a décidé de s'élancer en début de Grand Prix avec les gommes pluie. On n'a pas pris les gommes intermédiaires comme tous les autres pilotes. Donc, les 18 autres pilotes de la grille avaient décidé de s'élancer en gomme intermédiaire, mais Haas, on a dit on n'a rien à perdre, on est en fond de peloton, nous on y va avec les gommes pluie. Ça a été bon pour le spectacle, ça a été bon pour Haas, on a gagné énormément de positions. Magnussen, là, on pourrait dire qu'il volait sur les vagues au début du Grand Prix, était capable de compléter des passements et c'est même rendu 5e à un certain moment, sauf que aussitôt que la piste a commencé à sécher, que la pluie a arrêté, ce que ça a fait, c'est qu'on est obligé, ces gommes pluie-là ne font plus effet, ils commencent à surchauffer, donc on doit rentrer au puits, changer pour les intermédiaires, mais c'est ce qui nous a permis quand même de terminer à la porte des points, là, tout juste le 11e, 12e, ça c'est ce qui signifie qu'on a on a quasiment gagné notre pari, puis dans le fond, on n'avait rien à perdre, comme on dit souvent. Quand tu es dans les dernières écuries et que tu pars dernier, si tu essaies de faire comme tout le monde à l'avant, tu ne gagneras pas. Le truc, c'est de faire autre chose, d'être audacieux, d'essayer un pari, c'est ce qu'on a fait et ça a failli payer. Du côté ensuite, c'est Bottas, 13e, 14e pour Tsunoda. Yuki Tsunoda, décevant, un peu comme au Mexique la saison dernière. On est en fin d'épreuve, tu es en train de sécuriser des points. Encore une fois, pareil, copier-coller comme Mexique. Ricciardo et Tsunoda auraient pu marquer des points à 2 voitures pour Racing Bulls. Finalement, il laissait quelque chose que je sais pas quoi. Et il est trop audacieux, fait une erreur, se ramasse, il a quasiment frappé le mur devant les estrades de 31, virage 8-9, endroit que je connais bien, j'étais là au cours du week-end. Donc, c'était pas la meilleure chose pour Yuki Tsunoda. On aimerait ça le voir en fin d'épreuve sécuriser ses points,
S'il se demande pourquoi il n'a pas été considéré pour le rôle de Red Bull, même s'il a toujours son contrat en poche, il pourrait peut-être être une option pour remplacer Perez dans les prochaines saisons, mais il doit absolument corriger ça. C'est ces choses-là qui font mal. Vous allez me dire que Perez n'a pas fait bien mieux au cours du week-end non plus, mais tant qu'à changer pour changer, on veut quelque chose de mieux. On veut pas quelqu'un qui arrive avec les mêmes défauts que l'autre. Donc si Tsunoda peut perfectionner ces côtés-là, puis être responsable et sécuriser des points à tout moment, comprendre les opportunités qui s'offrent à lui ou pour son écurie. C'est ce qu'il a à travailler s'il veut progresser et monter dans la hiérarchie de l'écurie autrichienne. Ensuite, de Tsunoda, c'est Joe, week-end catastrophique. Je ne sais pas combien de sorties de piste il a eu tout au long du week-end. Vraiment pas un bon week-end pour lui, là. Il cherche un nouveau volant, donc c'est pas de cette manière-là qui va tenter des écuries d'aller le chercher. Le fait qu'il est chinois, beaucoup d'argent en arrière de lui, mais j'ose croire, en tout cas, je l'espère que ça prend plus que ça pour rester en Formule 1. Tu peux pas juste rester là par ta nationalité puis l'argent, même si on l'a déjà vu par le passé que c'est malheureusement une chose qui peut peser dans la balance, mais je pense que des performances en piste comme qu'il a fait tout au long du week-end, c'est vraiment pas la bonne manière pour demeurer dans le grand cirque. Saints, dérapage en fin d'épreuve, c'est venu clore un week-end catastrophique pour Ferrari. Il a fait une erreur. Il aurait même dû peut-être être pénalisé lorsqu'il est parti en tête à queue. Il a gardé le pied sur l'accélérateur plutôt que sur le frein. Ça a fait tourner sa voiture comme une tornade. Et qui a été la plus grande victime de cette tornade-là? Eh bien, c'est Alex Albon de Williams. Albon qui a complété au cours de la fin de semaine à Montréal le meilleur dépassement du week-end, le meilleur dépassement de la saison. Et il se retrouvera probablement dans un des top 10 des dépassements en Formule 1. C'était exceptionnel. Au bout de la grande ligne droite, avant la chicane, en direction vers le mur des champions, tente de passer deux voitures, une par la gauche, retourne entre les deux voitures pour aller vers la droite. C'était exceptionnel. Je l'ai regardé déjà une vingtaine de fois. Puis je vais continuer de le regarder. Puis c'est quelque chose qu'on va revoir constamment. Ça va rester dans les historiques de Formule 1. C'est déjà viral, là. Vraiment tout un coup de volant d'Alex Albon. C'est malheureux que son week-end a été gâché par la suite par Sainz. Sainz, ironiquement, qui pourrait et devenir le coéquipier d'Albon, quelque chose qui pourrait être annoncé au cours des prochaines semaines en Espagne, comme on vous mentionnait. Donc, c'est assez ironique de voir que les deux se sont accrochés. Du côté de Sergio Perez, mais que dire de Sergio Perez? Sergio Perez à Montréal, jamais eu de succès. On avait dit, on vous mentionnait vendredi, je pense que c'est 3 en 10 pour atteindre la Q3. Donc seulement 3 fois il a réussi à atteindre la Q3 en qualification. Ça a été encore la même chose. Élimination en Q1 cette fois-ci. Arrive dans le Grand Prix, qu'est-ce que ça fait? Quand tu te mets dans le trouble puis tu te ramasses à être dans le trafic au départ quand tu ne devrais pas avec sa voiture, tu risques de te faire accrocher. C'est ce qui est arrivé au départ et après ça, erreur de pilotage, il a essayé de trop pousser, perdu sa voiture, il est allé frapper son aileron dans le mur. Du côté de l'écurie, on lui demande ramène la voiture au puits. On voulait éviter une voiture de sécurité pour Max Verstappen. Finalement, c'est Sainz et Albon qui se sont occupés de ça. Il y a quand même eu voiture de sécurité, mais ce que ça a fait, c'est que ça a coûté 25 000 d'amende à Red Bull et Perez perd 3 places sur la grille au prochain Grand Prix. Donc, comme s'il avait déjà besoin de ça, probablement sa qualification, là, je vous donne un exemple. S'il ne réussit pas sa qualification, puis il se qualifie 5e, il devra partir 3 places plus loin. Ça le met encore un peu dans le trouble et ça donne que Max Verstappen doit se battre tout seul devant les deux autres écuries, que Red Bull doit avoir une main dans le dos pour accumuler des points au championnat. Tout ça, va falloir qu'il corrige ça. Christian Horner mentionnait, il y a on a des options sur son contrat. Donc, ça prend des week-ends comme il l'a connu à Montréal. Il faut absolument qu'il tente d'éliminer ça. C'est ça. Et aussi, l'autre problème que j'ai avec Sergio Perez, c'est que c'est pas de sa faute l'accident qu'il y a eu à Monaco. On le sait. C'est la faute à Magnussen. Sauf que ça a coûté excessivement cher à l'écurie Red Bull. Et là, ce qu'il vient de faire aussi avec l'aileron, l'arrière de la voiture, il y a peut-être même des dommages sur sa boîte de vitesse, toutes ces choses-là, peut-être même le moteur est endommagé. Là, ça commence à coûter de l'argent. On est dans un air de plafond budgétaire en F1. Si Sergio Perez fait trop de sorties de piste, comme il a fait lors des 2 derniers week-ends, que ce soit de sa faute ou pas, il commence à amputer le budget de Red Bull et amputer le budget de développement
Donc, on a besoin de cet argent-là pour se battre contre des McLaren, contre des Mercedes, contre des Ferrari, contre des Aston Martin qui pourraient venir de la partie. Donc, cet argent-là, on ne peut pas prendre que le pilote numéro 2 prend cet argent-là et la lance dans les poubelles ou l'enflamme avec des accidents. On a besoin de cet argent-là pour le développement. Verstappen ne fait pratiquement pas d'erreur et il endommage rarement sa voiture. Donc, c'est tout de la belle argent qu'on perd. Donc ça va commencer à peser lourd et ça va faire, la soupe va devenir chaude pour le Mexicain s'il ne peut pas corriger ça. Et ça pourrait mettre Red Bull dans le trouble dans le championnat des constructeurs s'il ne réussit pas à corriger ça au cours des prochains Grands Prix. Charles Leclerc, problème de moteur tout au long de la course de dimanche. C'est peut-être même ce qui a expliqué pour sa qualification. Il disait qu'il y avait un manque, ne comprenait pas pourquoi il était aussi lent lors des qualifications. Donc le fait que Leclerc avait possiblement un problème avec son moteur qui a sorti lors de la course dimanche. Donc, c'est peut-être ça qui a expliqué. Il y a aussi eu d'autres problèmes. On a eu des mauvaises stratégies, des mauvaises décisions. On a aussi tenté d'aller en gomme sec à un drôle de moment. C'était pas vraiment le temps, mais on n'avait rien à perdre. Comme je vous le disais plus tôt, quand tu n'as rien à perdre, si tu n'essayes rien, si tu fais comme les autres, ben, tu vas rester où ce que tu es. Donc, Leclerc a essayé quelque chose du côté avec Ferrari. Et Sargent, ben, sorti de piste. J'étais satisfait de son travail. Il y avait eu des belles qualifications. Une belle journée vendredi, mais là, il a gâché ça en course. D'abord, il le sait, là. Je pense qu'on le sait tout. C'est la fin pour Sargent en Formule 1. Il en est à ses derniers Grands Prix, ses dernières. Il va terminer la saison, là, parce qu'on n'a pas rien pour le remplacer, mais. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être dur et je pense que il n'aura pas d'autres volants. Là, je pense pas. Là, je suis certain que c'est vraiment la fin pour lui en Formule 1. Eh bien, c'est ce qui résume en gros là, notre beau week-end de course que nous avons eu à Montréal. Ça a été très plaisant à regarder. On a eu énormément de choses intéressantes à voir. Tour du chapeau, oui, de Max Verstappen, 3 fois consécutives qui remporte. Ça faisait 10 ans que McLaren n'avait pas marqué des points à Montréal. Ça, on a réussi à fermer cette disette-là. C'est quand même assez incroyable. Il a fallu que je regarde ça 2 fois. 10 ans, c'est très, très long sans avoir marqué de points. Mais en résumé, ça a été un week-end, le meilleur week-end de la saison et peut-être le meilleur week-end depuis un certain moment en Formule 1. Donc, très intéressant pour les partisans qui étaient autant sur place qu'à la télévision. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. La première question nous vient d'Éric qui nous demande est-ce que Carlos Sainz pourrait aller chez Aston Martin? Et très bonne question, Éric, mais je suis forcé de dire non pour l'instant. Je pense pas. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Il n'y a pas de rumeurs. Oui, il y a toujours des rumeurs, mais quelque chose de concret là, qui pourrait nous laisser croire que c'est une possibilité. Non. Moi, personnellement, je pense que ça devrait en être une. Je pense que c'est la meilleure destination possible pour les deux parties, autant du côté d'Aston Martin de se ranger du côté de Sainz, puis autant pour Sainz de poursuivre sa carrière avec les Verts. Rien contre Lance Stroll, mais comme dans tous les sports professionnels, lorsqu'une équipe peut conclure une transaction qui va venir aider les performances de l'équipe, normalement, on tente d'aller dans ce sens. Et si vous me demandez, est-ce que Aston Martin a une meilleure équipe avec Alonso Stroll ou Alonso Sainz? Eh bien, poser la question, c'est y répondre. Voilà pourquoi je pense que les Verts devraient aller dans ce sens. Mais pour l'instant, on n'a rien qui laisse croire que ça pourrait être une possibilité. Ça serait tout un revirement de situation que si ça arrivait, tout est toujours possible. Lawrence Stroll peut prendre une décision, sortir le portefeuille, dire oui, on y va pour ça. C'est là qu'on va, on en a assez vu. En même temps, Lance n'a pas eu un mauvais week-end au Canada, donc pour l'instant, il faut continuer à penser que Sainz, c'est bel et bien soit chez Audi ou Williams qu'il poursuivra sa carrière. La deuxième question nous vient de Pedro qui nous demande, selon vous, est-ce que c'est Red Bull qui commence à ralentir ou les autres écuries qui s'améliorent? Eh bien, je pense que c'est les autres écuries qui s'améliorent, Pedro. C'est ce qu'on voit normalement lorsqu'on a des nouvelles réglementations en F1. Il y a toujours une écurie qui sort des blocs, qui prend un peu d'avance. Et là, le reste du peloton commence à comprendre, aussi à copier, pas de façon négative, mais on s'adapte. On adapte notre voiture à qui gagne. On essaie d'aller le plus possible, se rapprocher de cette technologie-là. De plus en plus, les voitures, Christian Horner le mentionnait justement, commencent à ressembler à Red Bull. On a aussi
compris que il y avait quelque chose à faire dans les suspensions. Beaucoup d'écuries ont moitié les suspensions depuis le début de la saison. C'est le nerf de la guerre pour les faits de sol. On aurait peut-être pu croire que ça aurait été plus rapide, que les voitures auraient rejoint Red Bull plus rapidement que ça, pas attendre 3 ans avant que ça arrive. Déjà qu'on va arriver à un changement, à une transition déjà à la fin de la saison prochaine. On va trouver ça tout malheureux de voir à quel point que en 2025 le peloton va être serré, puis là on va tout chambarder ça avec des nouveaux règlements. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on assiste. On voit que les écuries commencent de plus en plus à maîtriser l'effet de sol et savoir comment extraire une performance de ça. Il y a aussi les circuits là, qu'on a eu dernièrement, les virages lents, c'est toujours plus compliqué pour la Red Bull. Monaco, eh bien, c'est sûr que si on n'est pas capable de réussir notre qualification, bien à ce moment-là, c'est peine perdue pour le dimanche. Montréal aussi est un circuit complexe, même si Red Bull avait gagné les 2 dernières éditions, c'était beaucoup plus serré. Là. L'écart à Montréal n'était pas aussi grand que sur le reste du calendrier. Pour vraiment là, savoir si Red Bull juger le terrain qui a été perdu par Red Bull ou gagné par les autres écuries, ça va être sur les prochains week-ends de course qu'on va être capable de le voir. Là. Avec des virages rapides, Espagne, même chose pour Autriche. Donc tous ces week-ends-là, normalement, ça devrait être des circuits qui vont favoriser Red Bull. Donc ça serait intéressant de voir les écarts. On se rappelle notamment qu'en course sprint, la saison dernière, Verstappen avait remporté une course avec plus de 20 secondes d'avance là, sur une course sprint en Autriche sur son coéquipier Sergio Perez. Donc, ça sera intéressant de voir là, ces écarts-là. Ça va nous donner une meilleure idée de la différence, de l'état des forces en F1 présentement. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 10 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain avec notre formule entre deux courses où je recevrai 2 de nos collaborateurs afin de discuter des différents sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Je recevrai aussi Pascal Loyer-Durand, signaleur au Grand Prix du Canada. Il va venir nous expliquer comment il a vécu son week-end de course, qui a été fort occupé pour tous les signaleurs. Là, beaucoup de drapeaux, il a fallu aller récupérer des voitures en piste. Donc, il va nous expliquer tout ça. Là. Ça va être intéressant de l'entendre. Lui qui avait déjà passé en entrevue, là, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'écouter, vous allez pouvoir trouver ça sur notre chaîne Spotify. D'ici là, eh bien, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, autant sur Facebook, X, Twitter que Instagram ainsi que YouTube. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.